Bonjour et bienvenue à l'Antiquité en œuvre. Je m'appelle Elsa Bouchard et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir comme invité William Bouchard, qui est doctorant en humanité numérique à l'Université de Montréal. Bonjour William. Bonjour, merci de me recevoir. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes doctorant en humanité numérique, mais vous êtes aussi vous êtes titulaire d'une maîtrise en études classiques. Hein, donc, vous avez étudié en études classiques auparavant. Exactement. Et l'auteur dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait un poète comique qui s'appelle Aristophane, qui a composé plusieurs pièces. Et celle qui sera l'objet de notre discussion aujourd'hui, c'est celle qui s'intitule Lysistrata, une pièce assez fameuse, hein, célèbre. Oui, quand même connue. C'est probablement la plus connue. Peut-être d'ailleurs, la plus on va connue. en parler de quelques autres, mais surtout Lysistrata. D'accord. Alors, avant de parler de Lysistrata, pouvez-vous nous présenter un peu qui est Aristophane? Oui, absolument, mais c'est quand même la base. Comme on vient de le dire, c'est un poète comique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la comédie aussi, à cette époque-là, c'est du théâtre et c'est du théâtre en vers. Donc, un peu comme du Shakespeare ou du Molière avec ses Alexandrins, mais à cette époque-là, la comédie est présentée en vers et c'est à peu près au 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes. Pour ceux qui connaissent le théâtre grec, c'est à peu près en même temps que Sophocle, Euripide, là, dans ces eaux-là. Par contre, évidemment, eux, ce sont des tragédies, c'est pas la même chose. Aristophane reste le seul duquel on a des pièces complètes de comédie ancienne ou de vieille comédie. Plus tard, on a Ménandre aussi, pour ceux qui s'intéressent particulièrement à ça, mais aujourd'hui, on va parler vraiment de cette comédie ancienne. Comme je disais, c'est le seul dont on a conservé les pièces entières, mais on en sait quand même peu sur sa vie, là, à part ça. Et même là, on a conservé, évidemment, on n'a pas conservé toutes ses œuvres. On a conservé quelques-unes, quoi, le quart, quelque chose comme ça, plus ou moins, selon les estimations, je pense. Absolument, absolument. On a conservé 11 pièces sur 46 à peu près. Ça, ce chiffre-là, 46, on le sait à cause des bibliothécaires d'Alexandrie qui ont fait des catalogues. Exactement comme les bibliothécaires d'aujourd'hui, hein, qui ont fait des catalogues et qui avaient à cette époque-là 46 plus ou moins, parce que bon, est-ce qu'il a vraiment écrit toutes ces pièces-là? Impossible de le savoir. Mais bon, c'est un auteur assez prolifique quand même. C'est pas le plus prolifique, hein. On pense qu'il y a des auteurs qui en ont fait une centaine, voire plus, et desquels on garde absolument rien, encore une fois, une dizaine de pièces. Donc le corps, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est le hasard de la transmission. Et donc, vous nous avez dit Athènes, 5e siècle, deuxième moitié du 5e siècle avant Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on sait du contexte historique? On est à Athènes, bien sûr. Évidemment. Hein? C'est probablement la période la mieux connue de l'Antiquité grecque. Quand on pense à l'Antiquité grecque, monsieur et madame tout le monde, on pense souvent à Athènes au 5e siècle. Oui, là. absolument. C'est la démocratie. Mais une démocratie quand même assez limitée. C'est une démocratie qui est limitée aux citoyens. Quand on est non-citoyen, c'est-à-dire qu'on soit un esclave ou un métèque, c'est-à-dire un immigrant, nos droits sont pas mal restreint en comparaison. Ou une femme. Ou une femme. Et là, c'est la deuxième partie. Et même si on est citoyen ou dans la famille d'un citoyen, si on est une femme, on n'a pas de droits, ou peu de droits, disons. Et plus on monte dans la société, plus on monte dans les échelons de la société, moins les femmes ont de droits. C'est ça qui est particulièrement, pas intéressant, mais qui est surprenant peut-être parce que les femmes citoyennes, mais de classe peut-être plus modeste, devaient travailler. Oui. Tandis que les femmes de familles plus riches, elles restaient à la maison toute la journée, à tisser, à être au gynécée. Et c'est ce qui rend justement Lysistrata particulièrement intéressante comme pièce, comme on va le voir. Tout à fait. Avant de parler, encore une fois, de la pièce Lysistrata, là, en particulier, pouvez-vous nous dire un peu, ça ressemble à quoi le théâtre comique à l'époque d'Aristophane? En fait, qu'est-ce que pour des spectateurs de l'époque, là, comment ça se déroule, disons? Premièrement, ça se passe dans des concours dramatiques, c'est-à-dire que c'est plusieurs dramaturges qui vont venir présenter leurs œuvres. Et ça, c'est autant pour la tragédie que la comédie, d'ailleurs. Et aussi, c'est très religieux. Donc, c'est fait dans le cadre de festivals religieux. Et d'ailleurs, c'est un peu l'hypothèse même de l'origine du théâtre dans des processions religieuses à Dionysos, qui est fortement relié avec le théâtre. Pendant 40 ans, Aristophane aurait participé à ces compétitions-là. Il y en a à peu près 2 par année. Donc, ça fait quand même, justement, à peu près 46, là, dépendamment de comment on calcule ça. Et ce serait donc dans ces compétitions-là qu'il aurait gagné à plusieurs reprises, dont avec Lysistrata. Pour les gens qui se rendent là-bas,
Ça peut peut-être ressembler à certains aspects de notre comédie un peu moderne. Peut-être justement avec cet aspect-là, démocratie, libre expression, représentation du peuple. Il y a une liberté qui est presque totale dans le sujet. Donc, il va y avoir des moqueries des personnalités publiques. Il va y avoir des obscénités, que ce soit d'un point de vue scatologique, d'un point de vue sexuel. Et à travers tout ça, ce qu'on va retrouver, c'est surtout une critique politique et sociale. Et en fait, c'est ça qui est absent des comédies plus tardives, par exemple, dans l'Empire romain, où là, on ne peut pas rire du pouvoir, on ne peut pas rire de la politique. Oui. Donc, on peut dire que c'est une particularité là, vraiment typique de la comédie aristophanienne. On trouve pas ça ailleurs. En fait, presque dans l'histoire du théâtre, même une telle liberté d'expression, absence de tabou complète, vraiment, là. Pas dans le théâtre. Moi, en fait, ce que ça me fait penser, pour les gens qui connaissent un peu plus peut-être la poésie latine, c'est Catulle, aussi, qui était à une époque où c'était la République romaine, où on était dans une certaine liberté comme ça, et qui s'est permis de lancer des insultes qui ne sont pas sans rappeler, disons, celles qu'Aristophane mentionne. Bon, c'est pas toujours des insultes politically correct en 2025, mais disons que c'est le même genre. Donc, c'est pas unique, mais en termes de théâtre, c'est certainement une particularité. Sur la scène, quand même, d'accord. Devant tout le monde. Il faut se rappeler, dans des festivals où il y a la ville complète qui vient de voir. Oui, il y avait du monde, hein? C'est ça. C'était très populaire, un genre extrêmement populaire. Oui. C'est aussi d'ailleurs extrêmement cérémonial. Là. Il s'est divisé en parties. C'est très structuré. Il y a l'entrée du cœur, l'entrée des personnages. C'est ça, il y a un cœur comme dans la tragédie. Il y a un cœur dans la comédie aussi. Exactement, c'est ça. Donc, il va y avoir le chœur, qui sont les gens qui chantent et qui dansent devant la scène. Et en arrière, on a les gens qui font là, l'acte dramatique en tant que tel, qui joue la pièce en tant que telle. Et même à travers le contenu de la pièce, il peut y avoir, par exemple, ce qu'on appelle un agone, qui est un débat entre deux personnages, qui va être très fréquent. Et aussi, Aristophane est maître de ce qu'on appelle la parabase, qui est une intervention, un genre d'aparté du cœur, où il parle directement au public pour leur expliquer ce qui se trouve à être presque un peu l'opinion du dramaturge. On sait pas si c'est ça pour vrai, mais bon. Puis, la dernière chose qu'il faut mentionner, c'est que côté décor, côté scénographie, on appellerait ça presque burlesque. Là. On utilise des phallus en bois, on utilise des masques, on utilise des accessoires. Donc, on est loin du sérieux. Des masques déformants, là. Vraiment, tout le monde est enlaidi, hein? Ah oui, absolument. Puis d'ailleurs, je pense que ça vaut la peine, si ça vous intéresse, d'aller voir sur Internet juste une photo de ces masques-là. On a beaucoup de vases qui dépeignent des scènes de comédie, d'ailleurs. Hein? On a conservé beaucoup d'images de ça, là, de des l'Antiquité. sculptures aussi. Il y en a une magnifique au Musée national d'archéologie à Athènes, que j'apprécie particulièrement. Mais c'est ça, malheureusement, il est en cuir, donc on n'en a pas qui ont survécu jusqu'aujourd'hui, mais on sait de quoi ça avait l'air et on se doute que c'est pas ce qu'on s'imagine quand on passe à du grand théâtre. Oui. D'accord, donc ça nous met bien en contexte. On va commencer à parler de Lysistrata, hein, donc qui est l'œuvre qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui. Donc, c'est l'une des 11 pièces conservée complète d'Aristophane. Alors, celle-ci, elle a été représentée en quelle année, à quel moment dans la carrière d'Aristophane? C'est en 411 avant Jésus-Christ, donc c'est pas le début, c'est pas le tout début, mais c'est pas la fin non plus, c'est ça, c'est la fin. On pourrait même dire, c'est pas la fin, c'est le milieu plutôt, mais c'est peut-être le milieu un peu hâtif. On n'a pas beaucoup des pièces tardives, malheureusement, d'Aristophane, donc c'est un peu le Aristophane donc, jeune. D'accord. C'est ça. Et donc, on est en pleine guerre du Péloponnèse, là, juste pour mettre encore ça, c'est un élément de contexte qui est crucial. Donc, absolument. Une guerre majeure entre Sparte et Athènes. Athènes n'est pas juste un centre culturel, hein, c'est un centre politique assez important avec ce qu'on appelle la Ligue de Délos, qui est un peu une confédération militaire qui finit par se battre contre justement la Ligue du Péloponnèse. Et Aristophane, la majorité de sa carrière se déroule pendant cette guerre-là, qui a duré presque 30 ans quand même. Et en 411, on est en plein dans cette guerre-là et on est à un moment crucial même de cette guerre-là. Difficile pour les Athéniens quand même, hein? Oui, ils ont subi des revers importants. Oui, d'ailleurs, Démosthène, un nom qui est quand même assez connu, est un des généraux qui a été faire l'expédition de Sicile, qui a été un désastre militaire, quelques années à peine avant la représentation de Lysistrata. Hein? 2 ans à peine. Donc, on peut s'imaginer que même pendant la création, on n'a pas de preuves, mais on peut s'imaginer que pendant la création, c'est certain que ça planait encore. Et même 2 ans après, ça, c'est comparé à une peste, là, l'équivalent des retombées humaines, des
conséquences pour la ville d'Athènes. Donc, c'est évidemment un climat qui est très propice à la satire politique. Oui, on est en plein moment d'ébullition politique. Donc, c'est parfait. Mais pour le moral aussi, ça doit être... Les Athéniens devaient avoir envie d'aller voir des comédies. On peut comprendre l'engouement. Ah oui. Donc, et malgré les dépenses militaires, tout ça, les difficultés financières associées à la guerre, les Athéniens continuent de produire du théâtre, presque à chaque année. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'assez remarquable. Donc, 411, Lysistrata. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, finalement? Racontez-nous un peu. Et c'est une pièce quand même assez courte, somme toute. Ça durait pas très longtemps parce qu'il en faisait beaucoup dans la même journée. Donc, l'histoire est assez simple. Ça tourne autour d'une femme qui s'appelle, sans surprise, Lysistrata, qui est une femme qui est assez déterminée, mais surtout qui est éloquente, qui veut convaincre et qui, si vous me permettez l'expression, est assez tannée là, de la guerre du Péloponnèse. Et surtout que son mari et les autres maris ne soient pas à la maison. Donc, elle décide de faire une solution assez unique en son genre, qui est de réunir les femmes d'Athènes et de Sparte, ça c'est très important, pour lancer une genre de double offensive. Donc, d'un côté, ils vont aller occuper l'Acropole, qui est l'endroit où il y avait le trésor des Athéniens, avec le Parthénon. Le cœur politique et économique et religieux aussi. Et religieux, absolument. Et d'ailleurs, justement, à ce jour, on conserve ces immenses structures-là parce que c'était un centre très important. Donc, aller occuper l'Acropole, c'est extrêmement symbolique. Mais c'est surtout la deuxième partie qu'on connaît, qui est la grève du sexe pour forcer les hommes à négocier la paix. Et ensuite, c'est surtout sur cette guerre du sexe-là, sur cette grève du sexe-là plutôt, qu'on tourne les scènes de la pièce pour des raisons très comiques. Là, il y a une série de scènes souvent assez physiques, assez corporelles dans leur humour et assez explicitement sexuelles, il faut le mentionner, où les hommes vont être frustrés, vont être ridiculisés, où ils vont avoir leur désir sexuel retourné contre eux directement. Je donne un seul exemple, mais il y a une femme, Myrine, et son mari, Kinésias, qui se retrouvent ensemble et évidemment, elle lui fait croire qu'elle est prête à le recevoir. Et elle lui dit « Ah, mais il me manque juste un petit oreiller, là. Va juste chercher un petit drap, là. Mais là, ça me prendrait du parfum, là. Va chercher du parfum pour finalement lui dire... » Elle le fait languir comme ça. Exactement, pour finalement lui dire « Ah, visiblement, tu te soucies pas de moi, alors retourne chez toi. » Je retourne avec mes amis sur l'Acropole. Exactement. Donc, la stratégie est donc de créer la frustration chez les hommes pour les forcer finalement à conclure la paix. C'est ça, donc une grève du sexe pour, en fait, obliger à ce que la paix soit conclue. C'est ça l'idée de Lysistrata, finalement. C'est exactement ça. Oui, c'est exact. Écoute, peut-être que c'est un spoiler, mais la pièce a 2500 ans, donc je crois qu'on peut le dire à la radio. Mais oui, après tout ça, finalement, les hommes se retrouvent contraints de signer la paix. Mais comme on va le voir plus tard, c'est pas toujours aussi facile. Mais bon. Et finalement, à la fin, ça se termine avec une réconciliation festive et symbolique. Et disons qu'on sous-entend que la grève est enfin terminée. Oui. Une réconciliation à la fois domestique et politique, on peut dire. Exact. Il y a même des représentants des deux parties. C'est très explicite où les Athéniens et les Spartiates, en gros, se serrent la main et disent c'est terminé. Et donc, William Bouchard, pouvez-vous nous dire si le personnage est éponyme, donc Lysistrata, est-ce que c'est réaliste, une femme comme ça qui contacte d'autres femmes dans d'autres cités et qui crée carrément une espèce d'armée de femmes pour contrer directement les ambitions des hommes et tout ça? Est-ce qu'on est dans l'ordre de la fiction comique ou c'est quelque chose d'envisageable à cette époque? Je pense que c'est le à cette époque qui est important parce que si on parle, c'est sûr que historiquement, on en a beaucoup des exemples de rébellions sociales comme ça, de groupements de femmes, même dans des sociétés fortement patriarcales. Je veux dire, les suffragettes, là, je sais pas, je lance un peu n'importe quoi, mais on le sait qu'il existe de ces femmes-là qui sont fortes, qui sont déterminées, qui sont capables de mettre en place ces genres de mouvements-là. Donc, à ce niveau-là, je dirais pas que c'est pas réaliste dans l'ensemble. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est pas réaliste vraiment pour Aristophane. C'est pas réaliste dans le contexte de Athènes au 5e siècle. Évidemment pour des raisons logistiques, mais ça, on est dans de la fiction. On s'entend qu'on pense plus ou moins à la logistique, même dans les films hollywoodiens d'aujourd'hui. Oui. Mais ce qui est certain, c'est que on
peut pas considérer à cette époque-là qu'une femme peut avoir ce genre de pouvoir-là politique et, comme vous l'avez dit, militaire aussi ou paramilitaire. Et on la compare d'ailleurs, Lysistrata, à une générale à plusieurs reprises, ce qui est en fait la source de l'humour. Oui. C'est là drôle, l'humour. Voilà. Exactement. Et je parle ici de l'humour pour les Athéniens, là, pas pour nous aujourd'hui, mais en gros, un peu le message, c'est imaginez si les femmes étaient vraiment capables de faire ça. Donc, c'est pas très féministe. Et c'est ça que je veux pas non plus qu'on pense. Aristophane n'est pas féministe. Ça, c'est un anachronisme. Ça, c'est aujourd'hui. On peut le voir d'une façon féministe. Il y a plein de façons de le voir. Mais Aristophane lui-même utilise cette absurdité des femmes qui ont du pouvoir politique pour causer l'humour et la réflexion. Alors, je reprends mon entretien avec William Bouchard qui nous parle de la Lysistrata d'Aristophane. Alors, William, donc on a parlé un peu vous nous avez dit que Lysistrata était représentée en quelque sorte comme une sorte de général et que, bon, tout ça se déroule pendant la guerre du Péloponnèse. Est-ce qu'on peut... Et dans la pièce, en fait, les femmes lancent appelons ça une espèce de guerre des sexes. Est-ce qu'on peut dire que la guerre, finalement, est un thème structurant dans cette pièce et aussi dans disons, est-ce que chez Aristophane, en général, c'est un sujet qui l'a beaucoup occupé? Oui, absolument, absolument. Puis on peut le comprendre, comme on le mentionnait, c'est quand même une guerre qui a duré 30 ans pendant la majorité de sa carrière. C'est certain que ça l'a préoccupé. C'est même un thème principal d'une quantité assez surprenante de ses textes. Je pense entre autres à La paix. C'est littéralement le nom de la pièce. Le titre de la pièce, c'est La paix, oui. Les Acarniens aussi, qui sont souvent les trois, avec Lysistrata, qui sont considérés les plus explicitement à propos du pacifisme. Puis aussi, cette idée-là du renversement des rôles avec les femmes qui prennent le rôle des hommes dans la politique et dans la vie religieuse. Il y a aussi ce qu'on appelle la triade des femmes, les pièces à femmes, avec l'Assemblée des femmes et les Thesmophories aussi, qui sont deux pièces assez importantes avec Lysistrata. Donc oui, les thèmes qui sont chez Lysistrata sont pas uniques chez Aristophane, même si ça reste sûrement l'exemple le plus évident de ces deux thèmes. Mais la combinaison de personnages féminins, protagonistes et recherche du pacifisme, cette combinaison-là, elle est unique vraiment à cette pièce-là. C'est ça. La combinaison est unique, mais les thèmes en tant que tels sont assez récurrents. Et je dirais que justement, la guerre des sexes en question, dont qu'on parlait il y a quelques instants, de certains côtés, c'est un peu ce qu'on essaie de nous faire croire. Hein? C'est un peu ce qu'Aristophane essaie de nous montrer. Regardez, c'est une guerre des sexes. D'un côté, on a les femmes qui s'opposent aux méchants hommes, mais ce qu'on se rend compte aussi dans la pièce, c'est que les femmes sont pas nécessairement idéalisées. Lysistrata l'est. Lysistrata est toujours la générale stricte et honorable. Mais les femmes, de leur côté, sont pas toujours aussi honorables et ont de la difficulté elles-mêmes à se retenir et à faire la grève. Donc, ils ont elles-mêmes leurs désirs, leurs contradictions, sont pas si différentes des hommes, finalement, dans la pièce. Ce qu'elles gagnent, si elles gagnent, c'est à cause de leur volonté. Et leur volonté, elle est par rapport à quoi? Elle est par rapport à la guerre et au pacifisme. Donc, je pense qu'en fait, l'idée de la guerre et l'idée de la guerre des sexes, c'est une seule et même idée, en fait. C'est pas nécessairement que les femmes sont à ce point différentes des hommes, c'est que ce sont les hommes, en ce moment, qui sont en train de faire une guerre qui est absurde, qui est entêtée et qui est, du moins ce qu'on sous-entend dans la pièce, qui est un peu la conséquence des idées viriles des hommes. Et là, on dit, si on était capable de mettre de côté cette absurdité-là, cet entêtement-là, on serait capable d'arriver à la paix. Oui, d'accord. Je comprends très bien. Et comme vous l'avez bien mentionné, la motivation des femmes, elle est très égoïste aussi. C'est ça. En fait, les femmes ne veulent plus rester seules à la maison, que leur mari soit parti. Elles se plaignent, en fait, d'une sorte de disette sexuelle, hein? Donc, Absolument. Donc, elle recherche pas la paix pour la paix en tant que valeur, on peut dire, en soi, là. C'est vraiment l'inconfort qui est lié à cette situation qui les dérange. C'est pas du tout un désir altruiste. Non, pas du tout. C'est vrai que c'est très égoïste. Ils disent, je suis tanné de devoir changer les couches, nourrir les enfants, aller au marché et tout et tout. Les hommes sont violents en plus parce que, les gardes sont, évidemment, il y a plus d'activités militaires. Donc, c'est vraiment le côté
côté où c'est désagréable dans leur propre vie. Donc oui, c'est vrai, on n'est pas du tout dans une idée, la paix et cet idéal. Donc d'un certain côté, c'est pour ça que je pense que la guerre des sexes est en apparence le thème principal. Mais si on s'intéresse vraiment à ce qui est écrit, en fait, je pense qu'on se rend compte que c'est pas vraiment une guerre des sexes. C'est plus un message sur la réelle guerre. Et je pense que c'est là la beauté de la chose, parce que Aristophane utilise l'humour, utilise ce renversement-là pour passer des messages qui sont très profonds. En fait, il utilise une métaphore de guerre avec l'érotisme, ces blagues-là physiques, des scènes qui sont grotesques, oui, comme des outils pour faire rire, pour divertir, évidemment, mais aussi pour faire passer un message. Le rire va un peu devenir comme une espèce de cheval de Troie, pour reprendre une métaphore grecque, dans le cerveau de ces spectateurs, où ce message-là, éventuellement, je sais pas, il va retourner chez lui 3 semaines plus tard, puis il va dire, dans le fond, c'était peut-être pas à propos de la guerre des sexes, tout ça. Ouais. Voilà, donc c'est une sorte de prétexte très comique, évidemment, là, qui rejoint facilement son public, et on peut penser qu'Aristophane espérait effectivement qu'il y ait une certaine efficacité à cette mise en scène. Dites-moi, je serais curieuse de savoir comment vous avez découvert cette œuvre dans votre parcours. Comment vous êtes tombé sur la Lysistrata et comment vous avez réagi à la lecture de cette pièce. Ou peut-être que vous l'avez vue, mise en scène, je ne sais trop comment. Parce que parfois, on la met encore en scène, cette pièce. Mais... Oui, effectivement, je l'ai fait moi-même, mais si on y va en ordre chronologique, je dirais que c'est même carrément à cause de cette pièce-là que je suis en études classiques aujourd'hui. D'accord. Parce que j'étudiais le théâtre à l'époque, et dans mon cours de dramaturgie, on a lu Lysistrata d'Aristophane, et je suis tombé en amour avec la comédie d'Aristophane, et aussi avec le théâtre grec en général. On a lu des tragédiens et tout, j'ai trouvé ça très intéressant, mais vraiment Lysistrata, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant pour plusieurs raisons, parce que malgré les 2500 presque d'écart entre nous et Aristophane, il y a une bonne partie de l'humour qui reste contemporain. Hein? On fait encore des blagues sur la sexualité, sur les éléments scatologiques et surtout sur les politiciens, sur les structures de pouvoir. Tout à fait. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on dit souvent que la comédie ou l'humour en général, c'est quelque chose qui vieillit mal ou qui se transporte mal à travers les époques. Dans le cas de la Lysistrata, c'est pas tout à fait vrai. En fait, c'est peut-être moins vrai que dans d'autres... Dans d'autres, comme vous dites, certains des enjeux qui sont soulevés dans la pièce et des sources d'humour sont encore, efficaces. Mais oui, c'est presque réconfortant de savoir que encore aujourd'hui, on trouve ça drôle, les phallus en bois et ce genre d'accessoires un peu burlesques. Je sais pas si les metteurs en scène contemporains oseraient utiliser les costumes d'époque. Je l'ai mis en scène moi-même. Oui, comment vous avez procédé? Et on a suggéré des costumes d'époque. Donc oui, j'en ai fait une adaptation même avec une troupe amateur à Saint-Hyacinthe. Donc c'est une pièce qui m'est particulièrement chère parce que j'ai travaillé dessus pendant très longtemps. On a fait quand même une bonne production. Et justement, le but, c'était de montrer que, il y a des références qui sont assez datées. Les gens d'aujourd'hui vont pas nécessairement connaître. On va pas tout comprendre toutes les blagues nécessairement. Non, c'est ça. Ma comparaison, c'est que c'est comme demander à un alien de regarder le bye-bye. Ouais, d'accord. Il va comprendre l'humour. Le ton, il comprend que c'est drôle. Exactement. Il va comprendre qu'il y a des enjeux là-dedans qui sont encore évidemment importants. La guerre, la paix, les enjeux entre les hommes et les femmes, l'idée de ce monde alternatif, parodique. On est capable utopique un peu, monde imaginaire. Oui, c'est ça, exactement. Sans nécessairement être un mode d'emploi sur qu'est-ce qu'on devrait faire. Je pense que les messages sont assez clairs, l'humour est assez clair, mais bon... les blagues certaines des blagues sont juste drôles là, encore aujourd'hui. Mais la scène avec Myrrhine, la scène avec Myrrhine que je mentionnais. Tout à fait hilarant, je suis bien d'accord. À ce jour, je la lis, je l'ai mis en scène, je l'ai lu en grec, en français, en anglais, je l'ai lu dans toutes les langues, et à ce jour, elle me fait encore rire. Donc il y a définitivement quelque chose là-dedans, autant au niveau des thèmes qu'au niveau de l'humour. C'est probablement celle d'Aristophane qui a le mieux vieilli.
je pense aussi, quoique, il y en a d'autres que j'aime, mais bon. Non, j'aime beaucoup, mais ça, c'est plus, je crois que c'est plus notre côté helléniste. Vous avez raison. Ben, écoutez, William Bouchard, je pense que c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui, mais je vous remercie infiniment pour cette conversation passionnante sur la Lysistrata. Et puis, je vous souhaite bonne chance dans la suite de vos projets. Ben, merci beaucoup. Et bien, quant à moi, je vous rappelle que je m'appelle Elsa Bouchard et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de l'Antiquité en œuvre.